Pendant la guerre froide, les États-Unis et l'Union soviétique, ils s'espionnaient en permanence. C'est même pas un secret, c'était leur hobby numéro 1. Mais au milieu de tout ça, il y avait une théorie du complot particulièrement bizarre. Des gens affirmaient que la CIA a essayé de transformer des animaux en espions. Ouais, dit comme ça, on dirait le pitch d'un film qui a été refusé chez Hollywood. Sauf que des vrais documents qui ont été déclassifiés ont prouvé que c'était vrai. Au début des années 1960, être espion pour les États-Unis, c'était pas en mode James Bond avec un costume stylé et tout. Non, c'était en mode si tu te fais choper, tu disparais à jamais. En Union soviétique, un agent capturé pouvait être exécuté sans discussion. Et du coup, la CIA, elle s'est dit, et si on arrêtait d'envoyer des humains au casse-pipe? Et là, t'as un mec qui a levé la main et qui a proposé les chats. Oui, des chats. C'est vraiment une belle chatte. Hein. J'adore votre chatte. Parce qu'un chat, ça va partout, ça attire pas l'attention, ça traîne près des gens sans que personne se pose la question. Ceux qui ont un chat, vous savez, c'est l'animal parfait pour écouter des conversations. D'ailleurs, toi, t'es plutôt chat ou chien? Et c'est comme ça qu'est né le projet Acoustic Kitty. L'objectif était simple, c'est de transformer un chat en micro sur pattes. Donc, t'as des chirurgiens qui ont implanté un micro avec un émetteur radio et en antenne directement dans le corps d'un animal. Alors moi, déjà, de base, je suis contre ce genre d'expérience dégueulasse sur les animaux. L'idée, c'était que le chat se balade près d'une cible, capte la discussion et on voit le son directement à la CIA. Alors, en théorie, c'est du génie. Mais en réalité, c'était un cirque. Déjà, implanter ce genre de matériel dans un vrai être vivant, c'est extrêmement compliqué. Il a fallu des mois pour mettre ça au point et selon un rapport interne, ils avaient vraiment créé une monstruosité, quoi. Une sorte de Frankenstein, mais en version chat et pour l'espionnage. Et ensuite, il a fallu l'entraîner, le chat. Et là, grosse surprise, apparemment, les chats n'en ont rien à foutre de la guerre froide. Pendant les tests, ils se barraient n'importe où, ils poursuivaient des oiseaux, s'arrêtaient pour manger. Bref, c'est un chat, quoi. Mais malgré ça, la CIA a décidé qu'il était prêt pour une mission réelle. Confiance totale. Je vous le dis tout de suite, c'était une mauvaise idée. En 1967, ils ont lancé l'opération près de l'ambassade soviétique à Washington. 2 hommes étaient assis sur un banc, donc la cible parfaite. Donc les agents ont lâché le chat, qui a commencé à avancer, à traverser la rue, et il s'est fait renverser par un taxi. Fin de mission avant même qu'elle commence. Et le plus fou, c'est que la CIA avait déjà dépensé 20 millions de dollars dans ce projet. Donc 20 millions de dollars à l'époque, c'est à peu près 170 millions de dollars aujourd'hui. Tout ça pour un chat qui décide juste de se conduire comme un chat, c'est-à-dire n'en faire qu'à sa tête. Et après cet échec, l'agence a discrètement fermé le programme. Et dans un mémo interne, ils ont simplement conclu que le projet n'était pas pratique. Mais la CIA, elle s'est pas dit, ah, c'est bon, on arrête les conneries. Non. Ils se sont dit que le problème, c'était pas l'idée, c'était le chat. C'est pas la stratégie qui m'inquiète, c'est le stratège. Donc ils ont décidé de faire encore plus bizarre. Si les animaux sont incontrôlables, pourquoi pas fabriquer une machine qui ressemble à un animal? Donc au début des années 1970, des ingénieurs de la CIA arrivent avec un nouveau plan. Leur invention s'appelait l'insectocoptère, un mini-drone conçu pour ressembler à une libellule. Ouais, une libellule espionne, un mini-drone. Parce qu'ok, aujourd'hui avec tous les drones qui existent, on peut se dire que c'est possible, mais à l'époque, vous imaginez, c'était juste ouf. Une petite libellule mécanique avec un minuscule moteur pour faire battre les ailes, un micro caché dans la tête et un contrôle à distance. En 1976, ils avaient un prototype fonctionnel. Alors comme d'habitude, en théorie, tu vois, d'après les plans, c'était du génie. Les tests en laboratoire étaient impressionnants. Le truc, il volait, il se dirigeait, tout allait bien. Donc le plan était simple, c'est l'envoyer près d'une cible, enregistrer la conversation et repartir comme si de rien n'était. Qui va se méfier d'une libellule? Sauf que dans la vraie vie, bah il y a du vent. Et ça, visiblement, ils avaient oublié ce détail. Le drone était tellement léger que la moindre brise le faisait dévier. Les agents galéraient à le maintenir stable assez longtemps pour capter quoi que ce soit d'audible. Donc t'avais une technologie de pointe, le futur, qui a été battue par le moindre courant d'air. Limite, un mec qui pète, c'est foutu. Et donc, comme pour le chat, projet abandonné. Acoustic Kitty et Insectocoptère, 2 idées qui semblaient sorties d'un délire complotiste mais qui étaient bien réelles. Et pendant des décennies, ces histoires circulaient mais impossible de savoir ce qui était vrai ou pas. Et depuis le début des années 2000, la CIA a déclassifié certains documents et là tout le monde a découvert non seulement que c'était réel, mais qu'en plus ils avaient vraiment dépensé des millions et beaucoup de temps là-dedans. En 2003, la CIA a même exposé un prototype de l'insectocoptère dans son musée. Ah, ils en étaient super fiers, tu vois, on dirait un trophée. Ah, regardez, on a essayé d'espionner des gens avec une libellule. Alors je vous jure qu'aujourd'hui, quand on pense que nos téléphones nous espionnent, c'est même pas un complot. Hein. Alors mets un gros like si tu crois à toutes ces théories, que souvent les théories de complot, c'est juste des connaissances qui ont été connues beaucoup trop tôt. Bien sûr, dans les commentaires, balance tes théories à analyser, comme ça pour la prochaine vidéo. Et d'ailleurs, en parlant de téléphones, et surtout des iPhones, pendant des années, les utilisateurs d'iPhone ont toujours remarqué un truc assez suspect, c'est qu'à chaque fois que Apple sortait un nouveau modèle de téléphone, comme par hasard, les anciens, ils devenaient tous beaucoup plus lents. Et c'est pas juste
juste un peu fatigué, non, c'était lent au point où t'avais l'impression que ton téléphone est passé de Ferrari à une trottinette électrique. Évidemment, donc il y en a plein qui ont commencé à dire que c'est Apple qui faisait exprès, tout ça pour te pousser justement à acheter le nouvel iPhone, l'obsolescence programmée qui disait. Donc tout le monde leur répondait, mais arrête, t'es complètement parano, toi, c'est juste dans ta tête. Et puis 2017 arrive. Et là, c'est dans la tête de tout le monde. Cette année-là, Apple dévoile une mise à jour, iOS 10.2.1. Et après installation, les plaintes commencent à pleuvoir. Les utilisateurs avec des anciens iPhones remarquent des comportements super chelous côté batterie. Ton téléphone affiche tranquille 30%, puis d'un coup il tombe à 1% et en quelques secondes après, il s'éteint. Franchement, pour ceux qui ont un iPhone, tu l'as remarqué ça ou pas? Donc les gens râlaient partout sur les réseaux et ils comprennent pas, ils s'énervent et ils demandent des explications. Et du côté Apple, hop, ils disent rien du tout. Et d'un coup, un mec décide de faire ce que tout le monde aurait dû faire depuis très longtemps, c'est le vérifier par lui-même, c'est-à-dire faire des vrais tests technologiques. Il s'appelle John Poole, et les développeurs, ils voient les plaintes se multiplier, y compris chez lui. C'est ma femme qui m'a dit ça, son iPhone 6S était super lent, et les chiffres qu'on obtenait étaient bien plus bas que ce que j'attendais d'un téléphone comme ça. Et là, il s'est dit qu'il y a un problème. C'était un moment un peu Eureka, et du coup ça m'a poussé à plonger dans notre base de données de performance pour voir ce qui se passait. Donc Poole lance des tests de performance sur les anciens iPhones, et il compare avec les modèles les plus récents. Et ce qu'il découvre, ce n'est pas juste une impression d'utilisateur fatigué. Non, les anciens iPhones, sous les nouvelles versions d'iOS, avaient des scores de performance plus faibles. Mais surtout, ça concernait principalement les appareils avec des batteries usées. Et la conclusion était assez violente, c'est que Apple ralentissait volontairement des iPhones. Le gars a publié ses résultats sur son blog en décembre 2017, et là, Internet s'est enflammé. Des milliers de personnes ont lu ça et ils sont devenus furieux. D'un coup, la vieille blague de « Ah, l'iPhone ralentit ton téléphone exprès pour que t'achètes un nouveau », bah c'est devenu vrai. Et à ce moment-là, Apple... il n'avait plus le choix. Je vous jure, je sais pas si c'est normal, mais quand j'ai commencé à parler de ça, mon téléphone, il chauffe de ouf. Un truc de ouf, impossible de le tenir dans les mains. Wow, vas-y, je vais éteindre des trucs. Hey Steve Jobs, si tu m'écoutes, je rigole, hein. Wow, il est méga chaud. Oh, bizarre. Et donc, 2 jours après que l'article de John Poole est sorti, après qu'il soit devenu super viral, que tout le monde en ait parlé, Apple est enfin sorti de son silence. Et là, retournement de situation, ils confirment l'information. Ils affirment que oui, ils ralentissent volontairement les anciens iPhones. Mais c'est pour réduire la demande en énergie. En gros, oui, on l'a fait, mais c'était pour votre bien. Apple explique qu'avec le temps, les batteries vieillissent, et donc une batterie usée, ça ne génère plus les pics de puissance comme avant. Et si tu demandes trop d'un coup, le téléphone peut s'éteindre brutalement ou planter. Du coup, leur solution était d'ajouter un système qui réduit la vitesse du processeur sur les anciens modèles pour éviter ces crashs. Alors, sur le principe, ça se tient. C'est même assez intelligent, ok. Mais évidemment, ça ne calme personne. Parce que le vrai problème, ce n'est pas juste le ralentissement. Le vrai problème, c'est qu'ils l'ont fait en douce. Pas de notification, pas d'explication, rien. Ton téléphone devient lent et toi, t'es là à te dire « Ok, il est mort, faut que je change. » Alors que s'il avait expliqué, s'il disait « Oui, votre téléphone va ralentir un petit peu parce que la batterie commence à s'user. C'est nous, on l'a fait exprès, vous inquiétez pas, il est pas en train de mourir. » Les gens, ils seraient pas partis tous acheter un nouveau. Et donc, très vite, les procès commencent à tomber. Aux États-Unis, au Canada et en Europe, Apple se retrouve attaqué de partout. Les plaignants expliquent qu'ils n'ont jamais consenti à ce que leur téléphone soit ralenti. Les avocats parlent de pratiques trompeuses accusant Apple d'avoir caché ses limitations de performance et leurs problèmes de batterie. Et en 2020, Apple décide de régler l'affaire. La boîte accepte un accord à l'amiable, avec un montant d'environ 500 millions de dollars. Alors ça paraît énorme comme ça, mais quand on regarde utilisateur par utilisateur, chaque mec concerné qui a porté plainte a reçu un peu moins de 100 dollars. C'est vraiment juste un petit billet pour te calmer, quoi. Et ce qui est important, c'est que, ok, Apple a accepté de payer, mais il n'a reconnu aucune faute. En gros, ok, on vous donne de l'argent, mais on n'a rien fait de mal, hein. On est d'accord? Alors aujourd'hui, Apple est devenu beaucoup plus transparent sur ces questions. Ils ont ajouté une fonctionnalité qui permet de voir l'état de la santé de la batterie et d'expliquer d'éventuels ralentissements. Donc encore une fois, on voit que les théories de complot sont pas toujours à côté de la plaque. Parfois, c'est juste une fuite en avance avant le communiqué officiel. D'ailleurs, moi, cette question, ça me saoulait tellement que j'ai trouvé une vraie astuce, des réglages sur ton téléphone, justement pour améliorer la durée de ta batterie. Alors j'ai mis tous les réglages à faire sur mon Telegram. Franchement, je le conseille à tout le monde. Tu gagnes une demi-journée facilement. Et d'ailleurs, en parlant de Telegram, je recherche un expert en Telegram, surtout dans la modération des commentaires. Et je rappelle que je suis toujours à la recherche d'investisseurs. Si t'as des bons plans, si t'as des projets, si vous voulez m'en parler pour qu'on bosse ensemble, il y a ce mail. Et franchement, quand je reçois vos mails, c'est super intéressant, même juste pour communiquer ensemble. Alors bien sûr, ceux qui sont prêts à investir ou veulent des placements de produits, je serais super content d'en parler. Et maintenant, je sens que vous êtes prêts à découvrir les plus gros complots qui sont devenus vrais avec le temps. Alors, c'est parti.
Vous connaissez la Ford Pinto? Aujourd'hui, elle est considérée comme une des voitures les plus dangereuses qui a été produite. Parce qu'avec elle, même un petit accident pouvait se transformer en une boule de feu. T'as des gens qui ont fini aux urgences. Et d'autres qui n'ont pas eu cette chance. Et forcément, une théorie de complot a commencé à circuler. C'est que Ford, en réalité, il savait que la voiture pouvait exploser. Mais a décidé de cacher l'info et de la vendre quand même. Une accusation énorme. Limite trop énorme pour que ça soit vrai. Et pourtant, la réalité, c'était encore pire. Dans les années 60, Ford Motor Company est en difficulté. Les concurrents sortent des voitures plus petites, moins chères, plus économiques. Ford doit réagir, et vite. Alors le patron donne des consignes très claires. Une voiture compacte, abordable, économe en carburant. Donc c'est à peu près logique, mais le vrai problème, c'était le timing. Parce qu'à la base, concevoir une voiture à l'époque, ça prend à peu près 43 mois. Là, les ingénieurs, ils avaient à peine 25 mois. Et donc en résultat, on a eu la Ford Pinto. Comme pour toute voiture, on passe par la phase crash test. Et là, c'est le moment où tout part en vrille. Ils se rendent compte que dès qu'on percute la Pinto par l'arrière, le réservoir d'essence se fissure. Le carburant se répand, il y a des étincelles et puis boum, la voiture prend feu. Les ingénieurs refont des tests encore et encore, plus de 40 fois, et à chaque fois, c'est le même résultat. Le problème vient directement du design. Le réservoir est placé juste derrière le pare-choc arrière. Autrement dit, exactement là où ça tape en cas de collision. Alors c'est une idée géniale si ton but c'est de faire des barbecues improvisés, mais là on parle de sécurité humaine. Et malgré ça, Ford décide de lancer la production. Des milliers de Pinto sortent des usines, puis des millions. Et le pire, c'est que ça marche de ouf. La voiture est devenue super populaire, ça se vend de ouf, les gens l'adorent. Quand j'ai acheté ma Pinto, je savais que c'était une bonne affaire, mais j'ai compris à quel point quand mon père a commencé à me l'emprunter. Du coup, j'en ai acheté une. Et moi aussi. Et moi aussi. Et moi aussi. Ah oui, non mais dans la publicité, c'est parfait. Sauf qu'en coulisses, personne ne sait que ce qu'ils viennent d'acheter, c'est un piège mortel. Des millions d'Américains roulent avec sans aucune idée de danger. Parce que le problème, c'était pas juste qu'il y ait un défaut technique. Le problème, c'est que Ford le savait. Et ils ont quand même appuyé sur le bouton lancer la production. Et donc peu de temps après la mise en circulation de la Pinto, les catastrophes commencent. Et c'est toujours le même scénar. Une voiture percute la Pinto par l'arrière et quelques secondes plus tard, elle s'embrase. Encore et toujours. Trop souvent pour que ça soit une coïncidence. Forcément, certaines victimes commencent à poser la question, est-ce que Ford savait déjà que ça pouvait arriver? Et Ford, de son côté, reste droit dans ses bottes. Aucun problème selon eux. La Pinto respecte toutes les normes de sécurité. Sauf que les victimes, elles ne lâchent pas l'affaire. Des procès commencent à apparaître au milieu des années 70. Ces affaires arrivent devant les tribunaux et petit à petit l'histoire prend de l'ampleur. Et ça devient un sujet national. Et là, t'as un journaliste qui décide de creuser vraiment. Et il a réussi à mettre la main sur des documents internes de Ford Motor Company. Et ce qu'il découvre, c'est pas juste gênant, c'est explosif. Sans mauvais jeu de mots. Les ingénieurs savaient déjà que la voiture pouvait prendre feu. Et attends, c'est même pas ça le pire. Parce que une fois que les premiers accidents sont survenus, Ford avait encore une chance de corriger le tir, rappeler toutes les Pinto, réparer le problème et éviter d'autres drames. Mais du coup, eux, à la place, ils ont fait un petit calcul et ils se sont rendus compte que le rappel des voitures et leur réparation coûterait environ 137 millions de dollars et gérer les procès et indemniser les victimes, ça pourrait coûter environ 50 millions. Et là, le moment glaçant, c'est qu'ils ont choisi l'option la moins chère. Ouais, ils ont décidé que c'est plus rentable de payer les victimes que de corriger le problème. Ouais, ils préfèrent guérir que prévenir. En septembre 1977, le journaliste a publié ses révélations dans un article intitulé Pinto Madness. Et là, c'est fini. Les télés, les journaux, tout le monde s'empare de l'histoire. Ford savait, ils ont quand même vendu cette voiture. Et au total, 117 familles ont poursuivi Ford en justice. L'entreprise finit par payer plus de 100 millions de dollars pour régler les affaires. Et en juin 1978, soit des années après que les premiers accidents sont arrivés, Ford rappelle enfin 1,5 million de Pinto. Les ingénieurs corrigent le problème et comme par magie, les explosions s'arrêtent. Alors combien de personnes sont à cause de ces accidents? On n'a pas les chiffres exacts. Certaines estimations parlent de plusieurs centaines de victimes, mais au fond c'est pas le chiffre qui importe le plus parce que n'importe quel c'est déjà horrible. Ce qui choque le plus, c'est leur décision. Et le plus ouf, c'est que Ford, ça existe toujours. On continue. On a oublié. Alors pendant des années, les médecins y répétaient toujours la même chose. Les aliments gras causent des maladies cardiaques. Sauf que certains scientifiques ont commencé à se poser la question, peut-être qu'on accuse les mauvais coupables là, non? Pour eux, le vrai problème, ce n'était pas forcément le gras, c'était le sucre. Et en creusant un peu, ils tombent sur une histoire beaucoup plus sombre que prévu. Des pots de vin, des pressions, des recherches biaisées. Bienvenue dans le scandale de la nutrition. À la fin des années 50, des crises cardiaques explosent aux États-Unis. Des milliers d'Américains meurent et les chercheurs cherchent désespérément une explication. Et en 1965, un nutritionniste avance une hypothèse, et si c'était le sucre qui jouait un rôle majeur? Il a commencé à se demander à la fin des années 1950,
si le sucre pouvait être responsable de l'augmentation des maladies cardiaques. Alors du côté de l'industrie du sucre, c'est la panique à bord. Les Américains consomment déjà du sucre à tous les étages. Les sodas, les bonbons, les desserts. Si l'opinion publique commence à faire le lien entre le sucre et les maladies cardiaques, c'est des milliards qui partent en fumée. Donc ils font ce que beaucoup d'industries font dans ces moments-là, ils changent le récit. Il existe à l'époque un organisme appelé Sugar Research Foundation. Officiellement, c'est un groupe de chercheurs sérieux, neutres, dédiés à l'étude du sucre, mais officieusement, ils sont financés et pilotés par des gens qui gagnent leur vie en vendant du sucre. Et donc leur objectif, il est simple, c'est que tout le monde continue à en consommer, peu importe les conséquences. Et en juillet 1965, il contacte un chercheur de l'université Harvard et il lui demande d'écrire une étude sur les causes des maladies cardiaques. Sauf qu'il y a une petite condition, c'est minimiser le rôle du sucre et pointer du doigt surtout les graisses. Et en échange, il lui verse des dizaines de milliers de dollars. À l'époque, les chercheurs, ils n'étaient pas obligés de déclarer leur financement. Donc personne ne sait que cette étude est sponsorisée. Et donc en 1967, l'étude est publiée et donc il en ressort une conclusion, c'est que pour éviter les maladies cardiaques, il faut réduire les graisses. Et comme ça vient de Harvard, tout le monde y croit. Et personne ou presque personne ne sait que l'industrie du sucre est derrière cette étude. Et petit à petit, l'idée s'impose. Le gras, c'est l'ennemi numéro 1. Quelques années plus tard, le gouvernement américain publie ses recommandations alimentaires et encourage la population à réduire les graisses saturées, notamment la viande rouge. Donc les gens suivent, ils ont peur, mais ils réduisent pas forcément les sucres. Et c'est de là qu'il y a eu une explosion de produits low fat, des yaourts, les snacks, les desserts. Vous avez remarqué tous ces produits qui sont tous allégés en gras. Et pour compenser, qu'est-ce qu'on ajoute ? Bah bien sûr, c'est du sucre. Beaucoup de sucre. C'est bon, non ? Difficile de croire qu'il y a moins de gras. Ah ouais, moins de gras, mais beaucoup plus de sucre. Et donc les gens, ils pensaient manger plus sainement, alors qu'ils consommaient encore plus de sucre qu'avant, donc c'est encore plus dangereux. Et là, on réalise un truc assez ironique, c'est que pendant des années, on a fait la guerre au beurre, pendant que le sucre gagnait tranquillement la partie. Et avec le temps, les problèmes de santé ne s'améliorent pas, ils s'empirent. Certains scientifiques commencent à remettre en question les vieilles études sur le gras et le sucre. Mais sans preuve concrète, ça reste des doutes, des complots. Ils n'ont pas de quoi renverser tout un système. Et il faudra presque 50 ans pour qu'enfin la vérité sorte. En 2009, une chercheuse s'intéresse à l'histoire de la nutrition. Elle s'appelle Christine Keynes. Elle fouille dans les archives d'Harvard, tranquille, et tombe sur quelque chose de très suspect. C'est des lettres. Les échanges entre les chercheurs et la Sugar Research Foundation. Le premier classeur que j'ai ouvert contenait un mémo avec l'entête bleue de l'association du sucre. Et il y avait écrit « confidentiel ». Ces documents montraient clairement que l'industrie du sucre finançait les recherches et qu'elle a très probablement influencé leurs conclusions. Donc, que ce n'est pas juste une erreur scientifique, c'était orienté. Et tout ça pour de l'oseille. Et en septembre 2016, Keynes publie ses découvertes. Et donc bien sûr, là c'est le choc. Nouveau ce matin, des chercheurs accusent l'industrie du sucre de pratiques douteuses. Franchement, j'ai lu ça pendant 2 jours et j'étais en mode « Oh mon Dieu ! On a construit notre vision d'une alimentation saine pendant des décennies là-dessus. Ne mangez jamais de gras, le sucre, aucun problème. » Je sais pas comme vous, mais pour moi, quand j'étais petit, boire un jus d'orange, c'était bon pour la santé. Alors que c'est faux. Il y a plein de sucre là-dedans. Et entre-temps, les chercheurs à l'origine de l'étude sont morts. Donc impossible de leur demander des comptes. Mais la Sugar Research Foundation, elle existe toujours. Mais sous un nouveau nom. Maintenant, c'est la Sugar Association. Et quand on les confronte, eux, ils nient tout. Aucune manipulation. Alors oui, ils ont financé l'étude, mais ils n'ont pas influencé les résultats. Sauf que le mal est déjà fait. Et pendant des décennies, des millions de personnes ont consommé des produits bourrés de sucre en pensant faire un choix sain dans leur vie. Et beaucoup d'entre eux ont payé le prix avec leur santé. Tout ça pour protéger un business. Alors une des théories de complot les plus répandues, t'as déjà dû entendre parler, c'est qu'il y a un groupe d'hommes riches et puissants qui contrôlent le monde. Ceux qui décident des guerres, choisissent les présidents, influencent les grandes décisions. Et pendant longtemps, tout le monde a classé ça comme un complot un peu trop Netflix. Non mais c'est clair, on a envie d'y croire, mais on se dit c'est beaucoup trop gros. Et comme pour la plupart des complots, il y a une part de vérité. Dans le nord de la Californie, au milieu des forêts, il existe un endroit où des hommes très puissants se réunissent vraiment loin des regards. Ce groupe s'appelle Bohemian Club. Fondé en 1872 à San Francisco, à la base c'était juste quelques gars qui parlaient d'art, un peu de bohème, tranquille. Puis avec le temps, le casting a changé. Des businessmen, des avocats, des politiciens. Donc là, c'était plus un club d'artistes. On était dans un club d'influence. Dans les années 1890, ils créent un camp privé en pleine forêt de séquoia, Bohemian Grove. Et chaque été, leurs membres s'y retrouvent pendant 2 semaines. Petit à petit, la liste des invités devient assez impressionnante. Plusieurs présidents américains y sont passés, mais plus le lieu gagne en prestige, plus il devient fermé, exclusif et surtout discret. Tu ne demandes pas à entrer, c'est eux qui te choisissent. Tout est fait pour exclure certains, pendant que d'autres profitent de ce genre de retraite. Aucune photo autorisée, les journalistes sont interdits, et une règle très simple, c'est ce qui se passe au Bohemian Grove
reste au Bohemian Grove. Évidemment, ça rend les gens curieux, parce que quand les gens puissants se cachent dans une forêt sans caméra, c'est pas pour griller des chipolatas, non, t'imagines forcément le pire. Et pendant des décennies, personne ne sait vraiment ce qui s'y passe. Jusqu'en juillet 1989, un journaliste, Philip Weiss, réussit à y entrer. Il pensait devoir s'y infiltrer en mode mission impossible, mais au final, la sécurité est tellement légère qu'il se fait passer pour un invité et reste sur place pendant 7 jours. À l'aise, le mec. Des fois, plus c'est gros, plus ça passe. Et donc, il voit des célébrités, des politiciens, des grands patrons. Il entend des discussions importantes, et jusque-là, ça ressemble à un gros networking de luxe. Mais la première nuit, ça part dans un délire complètement différent. Des hommes, en robe sombre, avancent lentement. Ils portent un cercueil. Ils le déposent devant une immense statue de hibou de plus de 12 mètres et ils mettent le feu au cercueil. La cérémonie s'appelle Cremation of Care. À l'intérieur, il y a une figure qui est censée représenter les soucis du quotidien. Et le fait de la brûler symbolise se débarrasser des soucis. Et donc, de retour à New York, Vice publie son article dans Spy Magazine. Et là, il y a une énorme réaction. Pour la première fois, le public a un aperçu de ce qui se passe à Bohemian Grove. L'idée que des dirigeants du monde participent à des rituels en pleine forêt paraît irréel. Mais tout ça, c'est bien réel. Et aujourd'hui encore, Bohemian Grove, ça existe. Chaque été, les membres s'y retrouvent. Les caméras sont toujours interdites, les journalistes aussi, cette règle n'a pas changé. La sécurité, bien sûr, elle est beaucoup plus renforcée. Alors, qu'est-ce qu'ils font désormais? Difficile de le savoir. Mais du coup, est-ce que cette théorie du complot se révèle vraie? Parce que ce qu'on sait de sûr, c'est que des hommes très puissants se réunissent en secret, mais on ne sait pas ce qu'ils se disent. Alors, est-ce qu'ils décident du destin humain ou juste ils font un petit camping entre potes? J'ai mon idée de la réponse. Toi, t'en penses quoi? Alors, l'église de la scientologie, on en a parlé dans la dernière vidéo, elle est accusée de plein de trucs. Secte, manipulation, pression. Mais il y a une accusation surtout qui ressort vraiment, c'est que certains disent qu'elle menait des opérations illégales pour faire taire ses ennemis et s'infiltrer dans le gouvernement. Alors dit comme ça ressemble à une théorie un peu trop extrême, sauf que pas tant que ça. Alors tout commence en 1953 quand Ron Hubbard, auteur de science-fiction, crée la scientologie. Il la présente comme une religion capable de libérer le potentiel humain. Lisez la scientologie, les fondements de la pensée de L. Ron Hubbard. Votre recherche est terminée, mais l'aventure ne fait que commencer. Alors le message attire du monde, mais rapidement les critiques arrivent aussi. D'anciens membres parlent d'extorsion, d'harcèlement, et dans les années 60, le gouvernement américain commence à enquêter. Et il découvre que beaucoup d'argent de l'église va directement à Hubbard. Donc ça, c'est pas très religion, c'est plutôt business. Et donc ils veulent lui faire sauter son statut social de religion. L'État de Victoria en Australie a adopté une loi qui dit que demander ou de recevoir un paiement pour la pratique pseudo-médicale de la scientologie est une infraction pénale. Hubbard là, il crie à l'injustice. Pourquoi se contentent-ils de dire qu'il y a quelque chose de mauvais, sans jamais préciser quoi? Ils n'ont rien précisé. Par exemple, en ce moment, ils disent que nous détruisons des mariages. Très bien, mais c'est faux. Et au lieu de se défendre juste légalement, ils changent de stratégie. En 1973, ils lancent l'opération Snow White. Leur but, c'est de s'infiltrer dans les institutions publiques et effacer toutes les infos compromettantes. Alors, t'as des membres qui sont envoyés travailler dans des agences comme IRS ou le ministère de la Justice. Ils travaillent comme des hommes de ménage, d'entretien, des petits jobs, des livreurs. Et une fois à l'intérieur, ils volent et détruisent ou modifient les dossiers. L'auto est dirigé par Mary Sue Hubbard, sa femme. T'as des faux papiers, de la manipulation, de l'infiltration, et pendant 5 ans, ça fonctionne. 136 agences infiltrées dans 30 pays. Et le plus inquiétant, c'est que ça s'arrête pas là. Toute personne qui critiquait la scientologie pouvait devenir une cible. Hubbard tenait une liste des ennemis de l'église. Et tout en haut, t'avais Paulette Cooper. En 1972, elle a publié un livre, The Scandal of Scientology, l'un des premiers à critiquer ouvertement l'organisation. C'est une mauvaise idée, très très mauvaise idée. Alors moi, je ne critique pas du tout la scientologie. Ils m'ont poursuivi 19 fois, partout dans le monde. Ils m'ont fait subir 50 jours d'interrogatoire. Ils m'ont envoyé plein de lettres anonymes diffamatoires à mon sujet. Et là, ils passent à un niveau supérieur. Ils ont décidé de me piéger pour un crime. Ils ont volé mon papier en tête. Ils ont récupéré mon empreinte digitale sur une feuille. Puis ils ont envoyé des menaces à la bombe à eux-mêmes. Donc, ils ont pris des documents avec ces empreintes et ils se sont envoyés des menaces à leur propre église pour qu'elle passe pour une malade. Puis ils ont prévenu le FBI. Donc, toutes les enquêtes, ils pointent vers elle. Elle est arrêtée, inculpée. Elle risque des années de prison. Donc, les scientologues, ça y est, ils célèbrent déjà la victoire. Sauf que heureusement, tout va s'effondrer. En mai 1976, 2 agents de scientologie se font choper en train de cambrioler un tribunal à Washington. Des faux papiers, mauvaise discrétion. Les autorités remontent jusqu'à la piste de scientologie et en juillet 1977, le FBI lance des perquisitions massives dans leur bureau. Et ils retrouvent environ 100 000 documents gouvernementaux volés et récupérés. Et surtout des preuves. Et parmi ces dossiers, les enquêtes découvrent toute l'opération Snow White et aussi la vérité sur Paulette Cooper. Ils ont trouvé un document qui disait quelque chose comme
Complot pour piéger Miss Lovely, qui était le nom de code que Hubbard m'avait donné. Et au final, 11 hauts responsables de la scientologie sont condamnés, dont Mary Sue Hubbard, la femme de L. Ron Hubbard, qui a pris, elle, 5 ans de prison. Mais le principal intéressé, lui, il a échappé aux poursuites. Les enquêteurs pensent qu'il dirigeait tout, mais impossible de le prouver devant le tribunal. Et après ça, Hubbard, il disparaît complètement de la vie publique. Et il finit ses jours cachés, parano, loin de tout. Et pourtant, malgré ça, la scientologie, elle existe toujours aujourd'hui. Toujours influente, avec des célébrités, des politiciens, des patrons. Et franchement, quand tu vois jusqu'à où ils sont allés à l'époque, si personne ne les avait arrêtés, aujourd'hui, ça serait 1000 fois pire. Alors, mes Yagadou, ne l'oubliez pas. Le pire que vous pouvez faire avec les théories du complot, c'est ne jamais rien remettre en question. Donc faites-le, toujours. Donc n'oubliez pas dans les commentaires de me balancer des théories dont j'ai pas parlé, que vous voudrez que j'aborde. Bien sûr, mets un gros like là tout de suite, partage cette vidéo de partout. Et moi je vous fais d'énormes Yagdakis. Et j'ai déjà hâte de vous retrouver à la prochaine vidéo qui va arriver, mais très bientôt. C'est parti par la fenêtre. Bon, mettez chaussures si vous voulez que je la récupère.